dans cette nouvelle vidéo. Alors, le titre est un peu obscur, puisqu'elle s'intitule « Précipitation et température ». Bien, pour faire court, on va parler de l'ensemble des facteurs qui impactent les précipitations et les températures. Sans transition, c'est parti pour la suite. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler ici de l'ensemble des facteurs qui influencent les températures et les précipitations. Il y en a 4 qui influencent les deux, puis un 5e facteur, j'y reviendrai après. Les 4 facteurs qui vont influencer les précipitations sont tout simplement la latitude, l'altitude, l'exposition et la continentalité. Il y a un autre facteur qui va avoir tendance à influencer plutôt les températures que les précipitations, ce sont les courants marins. Bon, ce point-là, je ne vais pas vraiment l'évoquer ici parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Le lien devrait s'afficher à un moment donné quelque part sur l'écran. Et alors, il faut aussi préciser que certains facteurs s'observent plus à l'échelle locale, alors que d'autres facteurs s'observent plutôt à l'échelle mondiale, voire continentale. Je vais prendre un bête exemple. L'impact de la latitude se voit à l'échelle mondiale. L'impact de la continentalité ou de l'exposition s'observe plutôt à échelle locale. Donc voilà, chaque phénomène a son échelle. C'est à peu près tout. Eh bien, je vous propose tout de suite de parler de la latitude. C'est parti! Alors, nous allons maintenant expliquer, ou du moins expliquer la relation qu'il y a entre latitude et température. Tout est une question d'angle entre la surface de la Terre et les rayons du Soleil. Bon. Si on regarde dans les régions qui sont à proximité de l'équateur ou dans la zone intertropicale, l'angle est relativement proche de 90 degrés. Ça varie un petit peu tout au long de l'année, mais j'expliquerai pourquoi après. Donc l'angle est proche de 90 degrés. Si vous faites l'expérience avec une lampe de poche, que vous prenez, que vous la braquez à 90 degrés avec une table, vous avez un halo de lumière qui est relativement concentré. Donc quand les rayons du Soleil et la surface de la Terre ont un angle proche de 90 degrés, ils sont plus concentrés. Et donc la quantité d'énergie par mètre carré, ou la puissance du rayonnement solaire par mètre carré par seconde, sera plus grande, tout simplement. A l'inverse, si on va vers des latitudes plus élevées, l'angle va diminuer. Si l'angle diminue, le rayon sera moins concentré, donc la puissance du rayonnement solaire par mètre carré sera plus faible. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, pour faire court, c'est que dès que vous vous écartez de l'équateur ou de la zone intertropicale, l'angle entre les rayons du Soleil et la surface de la Terre a tendance à diminuer, donc il est plus faible que 90 degrés, et donc les rayons sont moins concentrés. Ça, c'est la base. Autre précision, il faut savoir que l'axe de rotation de la Terre est incliné à 23,27 degrés. Ça veut dire que pour une même latitude, l'angle entre les rayons du Soleil et la surface de la Terre peut changer. Un exemple très simple qui va illustrer ce que je raconte. Si vous regardez le Soleil en hiver, en Belgique, il apparaît plus bas dans le ciel à son zénith, c'est-à-dire au moment où il est le plus haut. A l'inverse, si vous regardez le Soleil à son zénith en été, il apparaîtra beaucoup plus élevé. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que pour une même latitude, cet angle peut varier. Donc je parle de l'angle entre la surface de la Terre et les rayons du Soleil. Et cet effet est d'autant plus marqué qu'on s'écarte de l'équateur. C'est à peu près tout pour le lien entre latitude et température. Maintenant, on va parler des précipitations. Alors, ici, c'est très simple. Les précipitations, en fait, elles peuvent être expliquées par le modèle général de la circulation des masses d'air. Si vous regardez la Terre, dans sa globalité, elle est parcourue par une succession de basses pressions et de hautes pressions. Bon. Les masses d'air, du moins le déplacement des masses d'air, en fait, est dû à un phénomène de convection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que les masses d'air chaudes et froides ne se mélangent pas, et donc que les masses d'air effectuent toute une série de boucles. Alors, vous voyez que par hémisphère, il y a 3 cellules, donc les cellules polaires, les cellules de Ferrel et les cellules de Hadley. Alors, on retrouve chaque fois les mêmes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Bon. Et alors, si on regarde une haute pression, eh bien, au niveau d'une haute pression, l'air va avoir tendance à descendre. Et ce sont des régions plus sèches. A l'inverse, là où on a des basses pressions, on aura un mouvement ascendant et donc ce seront des régions plus humides. Alors, pour que les choses soient très claires, les basses pressions
on va les retrouver soit au niveau de l'équateur, soit à 60 degrés de latitude, nord ou sud. Les hautes pressions, on va les retrouver aux alentours de 30 degrés de latitude nord ou sud, et aussi au niveau des pôles. Et oui, au niveau des pôles, nous avons des hautes pressions, parce que les précipitations au niveau des pôles sont plus faibles. Voilà. Alors dans la suite, on va parler de l'effet de l'altitude, mais avant ça, j'aimerais bien aborder avec vous la notion de versant et la notion d'adret et du bac. Ça a l'air un peu complexe comme ça, mais vous ne tracassez pas, je vais vous expliquer tout ça. Sans transition, c'est parti pour la suite. Alors, je voudrais parler maintenant avec vous un peu de la notion de versant et distinguer deux grands types de versants que sont les adrets et les UBAC. Bon, vous avez un schéma ici qui illustre ça très bien. Si on regarde les adrets, bon, les adrets sont orientés vers le sud. D'accord ? Ils ont une durée d'ensoleillement qui est supérieure, donc ils sont bien éclairés et plus chauds. Bon, tout est relatif évidemment, mais en tous les cas, ils sont plus chauds, plus éclairés, donc moins humides. Et donc, ce sont des versants sur lesquels on va retrouver potentiellement des habitations et de l'agriculture. L'agriculture, elle a besoin de soleil, et pour ce qui est des habitations, plus on a de lumière du soleil, plus les habitations sont chauffées, etc. A l'inverse, sur les UBAC, qui sont orientés vers le nord, eh bien, l'exposition au soleil est plus courte, ils sont orientés vers le nord, ils sont plus froids, plus humides, et on va y trouver principalement, ce sont des versants qui vont être inoccupés, et ce sont des versants qui vont être principalement boisés. Alors un autre exemple ici, évidemment on se trouve dans un milieu montagneux, mais ça illustre vraiment bien la différence entre adret et UBAC, c'est-à-dire on voit bien que la lumière du soleil sur l'adret est plus importante que sur l'UBAC, et donc on va avoir des conditions de température et d'humidité différentes. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. On se retrouve dans la suite où on va parler d'altitude et d'effet de Foehn. C'est parti! Alors, parlons maintenant de l'altitude et de l'exposition. J'ai mis ces deux points en un pour une simple raison, parce que expliquer ce que je vais expliquer maintenant, ça correspond à expliquer l'effet de Foehn. Alors, bon, l'effet de Foehn se produit quand les masses d'air se déplacent et sont confrontées à un relief qu'elles ne peuvent pas contourner. Donc vous avez un schéma ici qui représente très bien la situation où on a des masses d'air qui sont confrontées à une chaîne de montagnes. Bon. Donc le relief ne peut pas être contourné. Les masses d'air vont donc prendre de l'altitude. Elles vont donc se refroidir et se débarrasser d'une partie de leur vapeur d'eau. Bon. En termes de température, si les masses d'air sont sèches, elles vont perdre environ 1 degré par 100 mètres. A l'inverse, si les masses d'air sont humides, elles vont perdre 0,5 degrés par 100 mètres. Bon, ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, ce sont des moyennes, d'accord ? Et en fait, la température des masses d'air baisse simplement parce que la pression diminue, donc les gaz se dilatent et donc du coup, leur température baisse. Pour ce qui est de la vapeur d'eau, il y a un principe très simple. Une masse d'air froide peut contenir moins de vapeur d'eau que la masse d'air chaude. Donc en se refroidissant, la vapeur d'eau va se condenser, va former des nuages et donc potentiellement des précipitations. Alors, ça, c'est essentiellement vrai pour la partie gauche du schéma. Maintenant, on va parler un peu de la partie de droite. Si on regarde la partie droite, donc les masses d'air ont atteint le sommet, et donc là, logiquement, elles vont redescendre, puisqu'elles vont retomber à des altitudes plus faibles. Bien, en toute logique, les masses d'air vont se réchauffer. C'est-à-dire si, lorsque les masses d'air montent, elles se refroidissent, quand elles redescendent, elles se réchauffent. Bon. Sauf qu'ici, les masses d'air se sont débarrassées de leur vapeur d'eau, donc elles seront automatiquement sèches. Donc du coup, toutes les masses d'air vont prendre 1 degré par 100 mètres. Ok ? Et donc si vous regardez, si vous prenez la température des masses d'air en bas à gauche et en bas à droite, en bas à droite, elle sera plus élevée. Et pour ce qui est des précipitations, la logique est la même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les masses d'air se réchauffent, elles vont pouvoir recapturer davantage d'humidité et de vapeur d'eau. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle ce qu'on avait dit juste avant et je voudrais revenir avec les adrets et les UBAC. Donc, tout ce que je viens de dire est vrai, mais il faut aussi tenir compte de l'exposition. Et ici, on voit bien que sur la partie de
que je ne dise pas de bêtises, sur la partie de droite du schéma, on a l'adret, sur la partie de gauche, on a l'UBAC. On voit ici clairement que l'adret est plus éclairé, donc potentiellement moins humide, que l'UBAC qui se trouve à gauche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'altitude et pour l'exposition. En bref, ce que vous devez retenir, c'est que lorsqu'une masse d'air ne peut pas contourner un relief, elle va gagner en altitude, sa température va baisser, elle va se débarrasser d'une partie de sa vapeur d'eau. Quand le relief va être franchi, elle va pouvoir redescendre à des altitudes plus faibles et se réchauffer. Pour les chiffres, en termes de précipitation, c'est variable, mais une masse d'air chaude, en tous les cas, non, pardon, une masse d'air sèche perdra 1 degré par 100 mètres, mais va gagner aussi 1 degré par 100 mètres lorsqu'elle redescendra à une altitude plus faible. À l'inverse, une masse humide perdra 0,5 degré par 100 mètres lorsqu'elle monte et gagnera éventuellement 0,5 degré par 100 mètres lorsqu'elle descend. C'est à peu près tout pour ce point. Sans transition, passons à la suite. Voilà, dernière partie de la vidéo, on va parler de la continentalité. Alors la continentalité a un impact important sur les températures et les précipitations. On va d'abord parler des températures. En bref, tout peut être expliqué par l'inertie thermique de l'eau. La température des grandes étendues d'eau varie beaucoup plus lentement que celle des terres. Donc en bref, une masse d'eau de taille très importante se réchauffera et se refroidira plus lentement qu'une parcelle de terre. Ok ? Et ça, c'est un phénomène qu'on peut observer très facilement. Si vous regardez la côte belge pendant l'été, on a des températures plus fraîches qu'à l'intérieur des terres. À l'inverse, pendant la saison froide, en hiver, on a des températures plus douces. Et ça, c'est tout simplement parce qu'en été, les masses d'eau capturent de l'énergie, alors qu'en hiver, elles en restituent. Et donc, au niveau de ces régions-là, on a une amplitude thermique plus faible. Donc, c'est-à-dire que l'écart entre la température d'hiver et la température d'été, en moyenne, tendance à être moins important qu'à l'intérieur des terres. Il y a aussi les courants marins. Ça, je l'ai dit, je vais remettre le lien quelque part, enfin, ça devrait s'afficher quelque part ici. Mais j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Et enfin, en termes de pluviométrie, ce sont des régions où il y a plus d'évaporation, il y a un apport plus important en vapeur d'eau, en nuages, et donc il y a des précipitations plus importantes. Donc les régions côtières sont toujours plus humides que l'intérieur des terres. Enfin, en moyenne. C'est à peu près tout pour ce point. Je vous retrouve dans le mot de la fin. C'est parti! Voilà, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes étudiant, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des remarques, des questions, quoi, il y a les commentaires. Donc faites-vous plaisir, n'hésitez pas à écrire les questions. Il y a aussi, pour ceux qui voudraient revoir la vidéo et qui n'ont pas envie de tout se remanger, ce que je peux comprendre, un minutage dans la description. Et enfin, si vous vous êtes perdu, ou si les vidéos vous sont utiles, ou si vous aimez à peu près ce que je fais, ou si vous êtes étudiant et que ça vous a aidé à comprendre des choses, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne, parce que ça fait toujours plaisir. Et parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir par la suite et qui sortiront un peu du cadre scolaire bête et méchant. Mais ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo de présentation de la chaîne. Sur ce, force et robustesse à tous. Merci beaucoup, bonne soirée, à plus.